Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Et oui, vous ne rêvez pas, nous y sommes. La confrontation, la rencontre avec la Lotus Omega. Ça fait des années que cette voiture me fascine. J'en avais jamais vu avant 2023. Et cette année, il faut croire qu'elle a complètement changé les choses puisque j'ai pu voir 3 Omega dans la nature. Et 2024 s'annonce encore plus folle puisque nous y sommes aujourd'hui avec, pour la chaîne, un exemplaire qui s'offre à nous. On va pouvoir aller la voir sous toutes ses coutures. Je vais vous raconter son histoire et surtout, on va prendre la route et tester, voir ce que ce 6 cylindres biturbo, voir ce que la berline la plus rapide du monde au tout début des années 90 a dans le ventre. Il n'y a pas grand monde qui ont pu approcher et tester cette voiture. C'est très spécial, je me sens vraiment privilégié, assez ému, assez intimidé aussi par cette voiture. Nous y sommes, Lotus Omega sur Authentiques Auto. Et pour cette vidéo, pas comme les autres, je tiens à adresser un immense merci à Rémi et son père pour avoir accepté déjà, tout simplement, pour leur temps, pour la passion, pour les explications, pour tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Si je peux aujourd'hui, avec seulement 1 an d'existence, essayer une Omega, c'est quand même incroyable. Et c'est grâce à eux, donc un grand merci. Ce que vous avez là sous les yeux, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement la berline la plus rapide du monde au début des années 90. Ça peut paraître singulier quand on voit ce logo sur la calandre, mais il ne faut pas oublier qu'on a également et surtout ce logo sur la voiture. Et ce logo change tout. Opel Lotus Omega, Omega Lotus, c'est un peu comme vous voulez. Vauxhall Carlton si vous êtes de l'autre côté de la Manche. En tout cas, au début des années 90, General Motors, qui possédait donc Opel et qui possédait également Lotus, ils ont décidé sur la placide berline Omega toute simple, qui était certes la voiture de l'année 1987, mais pas plus, de un petit peu aller chatouiller les concurrentes allemandes plus haut de gamme, notamment BMW M5, E34 et puis Mercedes 500e, chatouiller pour essayer de produire une concurrente. La grande question, c'est qu'est-ce qui a poussé General Motors, Opel, à sortir la berline, non pas la plus rapide comme je l'ai dit, puisque la plus rapide c'était l'Alpina B10 biturbo, mais la plus puissante du monde à cette époque. Pourquoi sortir un tel missile et ne pas se contenter de quelque chose de costaud, mais voilà, qui resterait dans la gamme un petit peu en dessous, puisque Opel n'est pas BMW ou Mercedes. Et bien en fait, l'objectif c'était de marquer le coup, parce que Opel, ça faisait quelques années qu'ils étaient de retour en compétition, et ils avaient envie de sortir quelque chose de singulier, d'où aussi la faible diffusion de la voiture, parce que l'Omega Lotus, cette voiture-là, c'est seulement 950 exemplaires. Autant vous dire qu'on n'en croise pas à tous les coins de rue et que dans ma vie, j'ai vu plus de Bugatti Veyron que de Omega Lotus. Au catalogue Opel, notre ami l'Omega, qui était donc une berline respectable mais quand même assez ennuyeuse, a commencé à devenir un petit peu plus puissante avec la version 3024 soupapes qui développait à peu près 200 chevaux issus d'un 6 cylindres en ligne. Rien de fou, pas de quoi s'extasier et bien sûr pas de quoi concurrencer aucune des grosses berlines allemandes. Et c'est là qu'intervient le coup de baguette magique qui s'appelle Lotus, qui fait partie, je vous l'ai dit, de la galaxie General Motors. Et donc General Motors confie à la petite firme anglaise le développement de cet Omega survitaminé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lotus, ils vont pas y aller de main morte, puisqu'ils vont, encore une fois, nous sortir la berline la plus puissante du monde. Je ne sais pas vraiment si Lotus ont eu la liberté totale de faire quelque chose d'aussi énervé ou si c'était vraiment dans le cahier des charges de GM et d'Opel. En tout cas, c'est fait et c'est bien fait. Le résultat, vous l'avez sous les yeux et c'est d'abord une préparation esthétique absolument gargantuesque. Regardez-moi ce kit large, ce kit carrosserie il n'y a pas un endroit en fait où c'est normal sur une Omega. On commence avec le pare-choc avant qui est extrêmement ajouré et là on n'est pas sur une voiture des années 2020. C'est vraiment de l'air qui passe. Et il y a besoin de le refroidir ce moteur, on va en parler après. C'est pas là pour le décorum. Donc forcément la face avant elle est rendue beaucoup plus agressive. En plus le pare-choc il dépasse, vous le voyez. Et puis surtout peut-être le plus frappant, ce sont les élargissements. Donc on a des élargisseurs d'ailes
avec tout un kit spécifique sur les côtés. Ils sont quand même assez imposants, hein, vous voyez. Et dans ces élargisseurs d'ailes logent d'énormes jantes Ronal en 17 pouces, sans aucun logo, toutes simples, mais absolument magnifiques, avec un design un petit peu en turbine. Et juste à côté, sur cette partie également élargie, le fameux logo Lotus. Il faut savoir que le logo Lotus ici et le logo Opel, donc ces doubles logos, c'est bien d'origine. C'est comme ça que la voiture est sortie des chaînes de production. Et ensuite, on aperçoit également sur le capot deux écopes, deux énormes écopes qui là aussi sont fonctionnelles, qui n'ont pas été rajoutées. C'est pas du tuning parce que dans cette B-moteur, il fait très très chaud et on a beaucoup d'air à évacuer. Ensuite, de profil, elle est quand même assez massive. On reste sur le design pas très réussi, il faut le dire, de l'Omega. Mais quand même, bon, voilà, on voit que c'est pas normal. Tout ce qui se passe au niveau de ces bas de caisse aussi. Même les élargissements de portes. Ici, là, cette découpe, on voit que c'est presque... Ça fait un peu artisanal. En tout cas, c'est pas du tout grande série. Et à l'arrière, comment ne pas évoquer l'aileron. L'aileron de la Lotus Omega, à lui tout seul, je pense qu'on pourrait écrire un livre dessus. Il est complètement... il est beaucoup trop gros, quoi. C'est ça qui est génial. Regardez-moi ça un peu de profil. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre un aileron aussi imposant sur une berline qui fait 1,7 tonne? Mais c'est trop drôle parce que du coup, l'arrière lui aussi est rendu hyper agressif. Et la malle de base, qui était d'apparence assez banale, est complètement transfigurée. Et c'est un aileron qui a du coup un intérêt aéro, puisque au total, l'Omega, elle offre quand même un CX de 0,30, donc c'est un bon CX. Et vu les vitesses qu'elle est capable d'atteindre, entre parenthèses 284 km/h, eh bien, on en a besoin de cet appui aéro. Et le clou du spectacle sur cet arrière, c'est l'énormissime double sortie d'échappement à gauche, rectangulaire. La voiture fait un très beau bruit, hein, vous allez entendre ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet échappement, il y a un système de clapet, non pas pour le bruit, non pas pour la pollution, mais pour en fait régler le déclenchement du turbo. Donc c'est vraiment toute une voiture presque d'ingénieur, de préparateur, qui est avec chaque détail hyper spécifique. Et au total, eh bien, c'est une esthétique hyper brutale, hyper violente, et c'est l'inverse, l'antithèse même d'un slipper. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'Omega, c'est qu'elle en fait des tonnes, mais à raison, c'est ça qui est important, puisque on va passer tout de suite au moteur, au cœur de la bête. Et donc voilà, le cœur de l'Omega, un cœur qui bat très vite et un cœur qui a été modifié fortement par nos amis anglais de chez Lotus. C'est écrit ici, c'est écrit également ici, on a carrément la plaque constructeur, ça c'est vraiment cool. Et c'est écrit également ici, bref, c'est écrit partout. Je vous ai ramené le petit Youngtimer de l'époque de 2015 avec l'essai de l'Omega qui me sert également d'anti-sèche pour les évolutions techniques de ce moteur parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc d'abord le bloc, c'est à peu près tout ce qui a été gardé de manière simple par rapport à la 3024 soupapes. Donc le bloc il a été réalisé, il passe de 3 litres à 3 litres 6. Forcément pour aller avec ça, on a un vilebrequin renforcé, on a des bielles renforcées et puis surtout, accessoirement, la greffe de 2 turbos Garrett T25 qui souffle à 0,7 bar. Conclusion, le moulin qui a l'air très exclusif comme ça visuellement, il l'est et il sort 377 chevaux. C'est très important 377. Aujourd'hui, la moindre RS3, ça fait 400 chevaux ou quoi, donc bon, forcément c'est pas très impressionnant, mais à l'époque c'était un chiffre de dingue. Il faut se rappeler qu'une Testarossa, c'est à peu près la même chose. Une Testarossa, pas une 348. Et puis on a un couple de 568 Nm, donc c'est colossal. Résultat, la voiture, deuxième berline la plus rapide du monde, 284 km/h en vitesse de pointe, 0 à 100 un peu plus de 5 secondes. Que dire? Que dire? C'est de la folie quand ça sort. Le tout vendu pour 480 000 francs, autrement dit à peu près 120 000 € actuels. C'était moins cher qu'une M5 E34. Ça allait plus vite, et c'était moins cher. Donc ça, c'était quand même une belle petite insulte indirecte de la part d'Opel. J'insiste sur ce point, mais il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on est en 90-91. C'est pas la RS4 que je vous ai montré l'autre fois de 2001, qui fait d'ailleurs à peu près la même puissance avec 2 turbos. En 90-91, il n'y a pas grand monde qui offre des voitures puissantes. Les Ferrari, ça fait encore un peu plus de 200 chevaux.
Les Porsche 964, bah pareil, c'est pas si puissant que ça. Et les petites GTI que tout le monde adore, ça fait 110, 130 chevaux. Là, on a 377 chevaux sous le capot d'une Opel. Il faut remettre cette voiture dans son contexte, c'est de la pure folie. Cette voiture est complètement folle. Si vous ajoutez à ça son exclusivité esthétique, le partenariat entre Lotus et GM, enfin, c'est vraiment quelque chose de complètement dingue. Tellement dingue que... Eh oui, forcément. En plus de cette préparation fort musclée qui notamment lui donne un couple absolument camionnesque, l'Omega reçoit un autre élément de la banque d'organes GM, la boîte manuelle 6 vitesses de la Corvette ZR1. Rien que ça. Et à l'époque, c'était un peu inédit d'avoir une boîte 6 dans une voiture comme ça. Donc un élément de plus qui la distingue et qui font que ce n'est pas simplement une voiture plus puissante. Ah oui, et puis on a accessoirement un autobloquant à 45% sur l'arrière. À l'avant, des freins AP Racing de 330 mm, 300 à l'arrière. Et puis toujours en parlant de millimètres, les pneus sont absolument colossaux. Notamment ces pneus arrière, regardez-moi ça, ce sont des 265 de large. Et avec les jantes creusées comme ça donne vraiment un aspect presque course à la voiture, en tout cas hyper intimidant. Maintenant que le soleil est apparu, je peux en profiter pour vous montrer la couleur vraiment singulière de cette voiture. Donc c'était une couleur unique qui s'appelait le vert impérial. Donc là on a un effet un peu vert bouteille, voilà, parce que le soleil est directement dessus. Mais selon les angles, la voiture peut apparaître noire, bleu marine. C'est vraiment une couleur assez subtile et il n'y avait aucun autre choix au catalogue. Tout simplement. Comme ça, au moins, on fait les choses simplement. Omega, c'est vert et c'est reconnaissable entre mille. Il est temps de passer à l'intérieur du monstre. Et là aussi, c'est quand même quelque chose, même si on reste sur un peu plus de la grande série. Tradition oblige, on va commencer par la porte. Donc, c'est une porte très chic, d'une belle Omega haut de gamme. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de distinctif. Je pense que l'Alcantara, les plis en Alcantara ici sont distinctifs. Pour le reste, belle partie en moquette. Très étroit bac de porte, du cuir absolument partout, vous voyez, et puis du faux bois. Malheureusement, ce n'est pas du vrai bois là-dessus, mais bon, on va pas s'en plaindre, ça donne quand même un très beau résultat. Les seuils de porte qui sont au passage très très larges, façon presque, je vais peut-être pas dire supercar, mais ils sont quand même assez larges, vous gratifient d'un magnifique Lotus Omega, histoire de ne pas se tromper, et également à l'arrière, hein. Sinon c'est pas drôle. On a ici Lotus Omega, en fait c'est une seule baguette d'aluminium qui vient, vous voyez ici, se prolonger. Ça c'est original, j'ai jamais vu ça sur une autre voiture. Et la porte arrière, je tenais à vous la montrer parce qu'on a l'extension d'aile qui dépasse ici. Et donc on le voit également ici, il y a vraiment tout un travail qui a été fait, c'est vraiment impressionnant. Pour le reste, c'est un habitacle qui est assez sérieux, mais on sent le côté haut de gamme. Et notamment grâce à ces très beaux fauteuils en cuir Connolly. Et c'est parmi les sièges qui ont le meilleur maintien de ceux que j'ai essayés. Croyez-moi sur parole, ils sont vraiment superbes. Regardez un peu comme c'est creusé. Et on le voit, la voiture est dans un état absolument neuf. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'elle a 41 000 km. Et oui, on ne fait pas les choses à moitié ici. Donc forcément 41 000 km, l'habitacle est comme sorti de concession. On notera également ce tapis supplémentaire Opel et cette espèce de moquette en plus là assez spéciale avec qui est vraiment plusieurs couches. Bref, l'intérieur, c'est dans les détails qui fait la différence. Donc on va s'installer tout de suite. Alors désolé pour le crissement des fauteuils, mais c'est vraiment leur bruit naturel, quoi. C'est un beau fauteuil en cuir qui fait du bruit comme dans le canapé de grand-maman. Donc bref, bienvenue à bord du vaisseau Lotus Omega. On va faire abstraction une seconde de ce qui se passe ici pour vous dire que cette console centrale là, c'est pas du tout digne d'une voiture qui fait 377 chevaux et qui est hyper exclusive. Bon, forcément, c'est la console d'Omega et là on voit vraiment les racines d'Opel. C'est quelque chose de très massif, très austère, très triste, malheureusement. Notamment là, ces tirettes, quelle horreur. Heureusement qu'on a le faux bois. Sur l'autoradio, c'est de très mauvais goût, mais c'est très drôle. Et puis, surtout, ces trois cadrans qui vous renseignent sur la température d'huile et la pression des deux garettes. Nos deux amis T25, leur pression, elle est indiquée ici. Et là, on se rend compte que c'est quand même une voiture un petit peu plus spéciale qu'une simple Omega. Retournons sur le volant. Donc, il y avait deux volants disponibles au catalogue. Un volant conducteur classique avec airbag, pas très beau.
et un volant spécifique Lotus Omega de plus petit diamètre, sans airbag, avec de l'Alcantara au milieu. On dirait quelque chose de tuning, mais non, c'est bien un volant qui était disponible à l'achat, avec écrit ici donc en bas à droite Lotus Omega. C'est le premier volant que je vois de ce type sur une Omega, mais c'est absolument magnifique. Mais bien sûr, le principal, c'est ce compteur gradué jusqu'à 300 km/h. Et la voiture n'est pas loin de prendre 300 km/h. C'était ça la suprême insolence, mettre un compteur où l'aiguille pouvait effectivement arriver presque au fond. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller réveiller les turbos. C'est parti. Vous entendez un peu ces turbos? Ça annonce un sacré programme. Donc pour le reste, on a pas mal d'équipements standards sur une berline haut de gamme, notamment la climatisation ici, les sièges chauffants. C'est assez fou ces commandes, c'est vraiment hyper rustique, hyper massif. L'autoradio, on l'a dit. Ici, nous avons un petit cendrier. Et puis notre fameuse boîte 6 vitesses de la Corvette ZR1, elle se trouve ici. Son maniement est très ferme, très viril. L'embrayage, oh là là, on dirait... Oh, ouais, c'est un sacré embrayage aussi. Et autre élément par contre qui lui est spécifique et qui rajoute un peu d'exclusivité dans cet habitacle, c'est côté passager, nous avons ici une petite plaque avec le numéro de production de cette Omega. Et là cette partie-là, c'est vraiment la classe. Si on ouvre la boîte à gants, eh bien vous voyez, on a 2 étages avec du velours. Et je pense qu'on va pouvoir regarder un petit peu. Regardez-moi ça, cette pochette de bord. Si c'est pas la classe Opel, Lotus, Omega. Omega Service. Parce que oui, il fallait en trouver des concessionnaires Opel capables de gérer cette voiture en particulier. Et puis, la magnifique notice brochure. Je suis... Waouh! C'est impressionnant d'avoir ça dans les mains. Parce qu'on se dit, là, c'est réel. C'est la vraie. Quelle folie! Côté plafonnier, c'est une belle harmonie claire qui va parfaitement avec ces sièges noirs. Donc tout le reste est noir, à l'exception ici du gris et du bois. Mais tout le haut est clair, ce qui donne une bonne luminosité à l'intérieur de la voiture. On a nos pare-soleil assez classiques. Et puis, un petit toit ouvrant électrique qui fait plaisir. Et qui est de rigueur, hein, encore une fois, sur une voiture haut de gamme. Au global, c'est un habitacle où on se sent bien, c'est très confort. Même si les sièges sont sportifs et maintiennent, même si les commandes sont fermes et viriles, on est avant tout dans une grosse berline haut de gamme et confortable. À l'arrière, on retrouve 2 sièges séparés. On n'a pas de ceinture ventrale, on n'a rien du tout. C'est vraiment une 4 places. 2 fauteuils un petit peu creusés. Vous voyez ici, c'est bombé au milieu, avec toujours ce même cuir Connolly et une invitation au voyage. Et nous voici, c'est historique, à bord de la Lotus Omega, l'un de mes plus grands fantasmes automobiles. Pour battre cette vidéo, il va falloir trouver quelque chose de vraiment type F50 ou... Enfin bref, on est en Omega, on va parler d'Omega. Mes impressions de conduite, d'abord sur la conduite normale, puisqu'on va laisser le temps à l'huile de chauffer. L'embrayage, bon clairement l'embrayage, il faut avoir du mollet, hein. Ça casse la jambe un peu. C'est un embrayage qui revient de manière très brutale. La boîte de ZR1 a un maniement quand même assez viril. Il faut bien décomposer ses mouvements. Mais une fois qu'on a assimilé ces 2 choses, pour le reste, c'est assez normal en fait. Et pour cause, c'est une grosse voiture, c'est une grosse berline qui fait 1,7 tonnes. On n'est pas sur quelque chose de radical. On n'a pas un moteur de course qui se comporte mal à bas régime, qui ferait des hoquets, etc. Au contraire, la voiture est plutôt docile. Vous voyez d'ailleurs, elle ne fait pas spécialement un bruit de fou. C'est aussi très confortable. On est bien maintenu dans les sièges. Il y a beaucoup de petits craquements de cuir et tout. Donc franchement, c'est une voiture qui n'est pas hyper impressionnante si on met de côté l'embrayage lorsqu'on la conduit de manière normale. Et aussi au niveau du confort de suspension, c'est assez ferme quand même.
forcément il le faut, mais ça reste très acceptable et encore une fois bien aidé par les sièges. Au niveau freinage, ça va, ça freine, mais c'est quand même un freinage qu'il faut anticiper. C'est pas une voiture qui stoppe net et brutalement. Il faut quand même le garder en tête. Et ensuite, on a petite ventilation tranquille, climatisation, direction assistée. Donc là, pour le coup, c'est le haut de gamme des années 90. C'est quelque chose de confortable. La direction, j'ai pas spécialement de remarques à faire. Elle n'est pas surassistée, ça c'est agréable. Et le petit volant sport est très agréable à prendre en main, notamment au niveau des creux de pouce. Et puis il est bien épais. Et vu qu'elle a 41 000 km, le cuir est neuf. Donc forcément, c'est superbe. Après, un autre élément quand même qu'il faut garder en tête, c'est le côté tellement exclusif de la voiture qu'il ne faut pas, par exemple, toucher le spoiler avec un dos d'âne, parce que le spoiler, pour le retrouver, c'est impossible. Donc ça rajoute quand même une certaine pression. C'est une grosse voiture, elle a un gros gabarit, mais c'est pas non plus quelque chose comme une fantôme ou quoi, c'est normal. Mais il faut garder ça en tête parce que si on a le moindre pépin carrosserie, ça peut prendre des mois, voire des années à trouver quelque chose, trouver une solution, parce que ça n'existe pas à tous les coins de rue, quoi. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec cette voiture, c'est que en Angleterre, là où elle s'appelait Vauxhall Carlton, même chose mais volant à droite et Vauxhall, marché local, c'est que c'était une voiture célèbre parce qu'elle a, dans les années 90, été presque interdite par le gouvernement anglais. Ça rajoute en fait à sa légende. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une Lotus Omega en plaque 40 RA qui était utilisée par une équipe de braqueurs pour faire des casses, tout simplement. Et il se trouve que ces braqueurs, ils avaient la voiture idéale puisque la police anglaise n'avait pas de voiture suffisamment rapide pour pouvoir rattraper les voleurs. Et d'ailleurs, il y a une citation qui est célèbre qui disait jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de se rapprocher de la voiture et je pense qu'on ne va jamais être capable de la rattraper. Et donc cette Lotus 40 RA, elle a participé à plusieurs casses, dont un en face d'un commissariat de police anglais, et elle n'a jamais été retrouvée. En tout cas, les braqueurs n'ont jamais été mis sous écrou. Donc ça rajoute à cette légende de voitures pas comme les autres, de voitures de mauvais garçons. D'autant plus que, à la suite de ça, ça a attiré l'attention sur la voiture et il y a eu toute une campagne en fait dans la presse, dans le Daily Mail pour faire interdire la voiture parce que soi-disant elle était trop dangereuse, elle allait trop vite. Alors qu'en Angleterre, vous le savez mieux que moi, c'est un pays complètement fou qui adore toutes les voitures hyper rapides, donc il y a des F40 machin. Mais voilà, le gouvernement s'est penché sur la question de cette voiture, a demandé à General Motors de retirer en gros la vente sur le marché. General Motors, ils ont dit non. Et donc ça a continué, et donc on a un peu plus de 200 Vauxhall Carlton, je crois 250 sur le marché anglais, contre à peine 59 Lotus Omega en France. Alors nous voici sur une portion de voie rapide avec la berline la plus puissante du monde en 1990-91, 2 turbos et une huile chaude. Je vous propose de mettre clignotant, voie de gauche. Alors c'est vachement intéressant ce qui vient de se passer. Bon déjà parce que c'est ma première accélération Lotus Omega, je ne reviens pas de dire cette phrase, mais surtout parce que j'essaye de comparer un peu avec les voitures que j'ai pu essayer. Et je pense que la voiture principale, on pourrait comparer niveau puissance et ambiance, c'est l'Audi RS4. Puisque la RS4 c'est 380 chevaux, donc 3 de plus que celle-ci, biturbo également, quattro certes, et 10 ans plus moderne certes. L'accélération de la RS4 est beaucoup plus on-off alors que c'est un moteur plus moderne, c'est vraiment étonnant. Ici on a un souffle des deux garettes qui est avec d'ailleurs n'importe quelle vitesse, là en 5e ça repart, mais c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus linéaire que sur la RS4 qui vraiment est une espèce de catapulte, mais il ne se passe rien en dessous de 3000. Là, ça vient, il n'y a pas d'effet on-off, d'effet turbo. Je suis vraiment très surpris par ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus brutal, je dois l'avouer.
peut-être biaisé par le look extérieur, je sais pas, mais c'est moins ultra violent en fait que ça peut le laisser imaginer. Alors du coup c'est plus sécurisant parce que on n'a pas quelque chose qui se déclenche d'un coup avec presque 400 chevaux sur les roues arrière, mais ça pourrait, j'ose pas dire déçu parce que c'est pas, je peux pas le dire, mais je pense qu'on a tous dans l'imaginaire, en tout cas ceux qui connaissent cette voiture, quelque chose de très violent, et finalement c'est pas si violent, c'est plus exploitable que qu'on pouvait l'imaginer. C'est une grande surprise pour moi. Cela dit, ça part très très fort. Ça part très très fort. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est ultra rapide. On atteint des vitesses inavouables en un rien de temps. Et surtout en fait, là où je pense aussi qu'il y a ce côté beaucoup moins violent que ce que j'imaginais, c'est parce que on ne se rend pas compte de la vitesse qu'on atteint. Parce que la voiture est bien insonorisée, parce qu'elle est confortable, parce qu'elle n'est pas brutale, quoi. Alors qu'en fait, on prend des sacrées vitesses. Mais bon, j'ai aussi fait une accélération en 4e, ça vaudrait le coup de voir ce que ça donne peut-être en 3e, en seconde. Par contre, le bruit est très sympa. C'est-à-dire qu'on a ce bruit de 6 cylindres que quand on commence à être haut dans les tours. Bas dans les tours, c'est assez rauque. Et tout de suite, on a le souffle des turbos qui se fait entendre. Et alors là, ça donne une ambiance. Là, on sait tout de suite qu'on est dans quelque chose de pas normal du tout. Je te sortis, c'est quoi? Elle arrive dans un... Là, tout de suite, c'est beaucoup plus... Oh, le bruit il est magnifique. Effectivement, comme dit Rémi, à ce côté aviation, on sent qu'on est sur cette piste de décollage. Et par contre, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais jusqu'à 300 km/h. Alors, on va pas aller à 300 km/h, bien entendu, on est en France. Mais on sent que la voiture dans le ventre, elle a de quoi aller jusqu'au bout. Donc certes, c'est pas brutal, c'est pas on-off, mais par contre, quand ça vous emporte, après ça vous lâche plus du tout. C'est une fusée, quoi. Et là, la 1,7 tonne, c'est complètement oublié. Ouais, c'est fou, vraiment, les turbos, ils sont disponibles immédiatement, quoi. J'en reviens pas. J'aurais jamais pensé ça d'une voiture de 90 préparée en plus par une petite firme. J'aurais pas pensé à un truc aussi linéaire et donc aussi exploitable, quoi. C'est finalement une surprise. Je sais pas si c'est bonne ou mauvaise, mais c'est une surprise. Bref, pour conclure, c'est pas tant même les sensations de conduite ou quoi, c'est le mythe en fait. Se confronter au mythe. Lotus Omega, ça fait des années qu'on en parle avec mon père, que le 377, ce chiffre-là, nous donne des frissons. Et le fait d'avoir pu non seulement déjà en voir, en filmer une, m'approcher, rentrer dedans et la conduire, c'est quelque chose d'assez fou. Je pense que vous pouvez vous rendre compte que je sais pas trop quoi dire, si ce n'est merci, mille merci à Rémi et son père, mais quel moment, quel souvenir. Pour conclure, que dire? Que dire à part que je suis ému d'avoir rencontré l'un de mes fantasmes automobiles, d'avoir pu en prendre le volant. C'était une expérience inoubliable. Je me sens hyper privilégié, donc vraiment, encore une fois, un immense merci à Rémi et à son père pour leur temps et pour avoir partagé ce moment avec moi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à la partager et puis à vous abonner pour soutenir mon travail, c'est très important. Si vous voulez que je filme votre Youngtimer, si vous voulez que je filme une Alpina B10 biturbo pour comparer ou toute autre voiture de caractère à l'ancienne, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, je profite encore des derniers moments passés avec cette berline de feu et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.